Le tuning aujourd'hui et tuner une voiture, c'est tout simplement personnaliser l'automobile à ses goûts. C'est le nouveau hot-rodding. Le hot-rodding tel qu'on l'entend, qui a débuté dans les années 40 avec les Ford 32, puis les muscle cars, les Camaro, les Corvettes, est en train de dériver maintenant sur ce qu'on appelle en France le tuning. L'esprit est toujours à peu près le même. Ici, on appelle ça le tuning, aux États-Unis également. Et je pense que c'est une nouvelle forme de hot-rodding. Le tuning, je pense que c'est un nom jeune, mais réellement c'est du custom de toute façon. Ça restera de toute façon du custom, sauf qu'il y a des moyens maintenant, il y a des accessoiristes, il y a énormément de sociétés qui se sont mis en jeu, mais ça reste du custom puisque le plus beau du tuning reste quand même les véhicules qui sont faits sur mesure. Pour moi, qui était la base du custom, quand on a inventé les pièces et qu'on essayait de créer des formes, du design. Comme toutes les modes, comme toutes les tendances, elles sont issues de tendances et de modes précédentes. Et aujourd'hui, depuis, je dirais, le début, la moitié des années, au milieu des années 80, par un mouvement qui est né, lui, radicalement en Europe, en Allemagne. À la grande époque du DTM, ils avaient créé des super kits pour la R21 Maxi. Après, il y a eu les 190 Mercedes, il y a eu toute cette évolution du DTM qui a dérivé sur le tuning. Ce mouvement s'est démocratisé, je dirais, en une dizaine d'années et s'est appelé le tuning au milieu des années 90 pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, au-delà d'un mouvement de mode, un mouvement général qui intéresse bien plus que le simple passionné. Lors de son arrivée en France, le tuning n'était certes apprécié que par les professionnels de l'automobile. Mais aujourd'hui, ce phénomène s'est immiscé dans toutes les classes sociales. Les adeptes sont de plus en plus nombreux. Le tuning plaît de plus en plus. Découverte sur les nouveaux tuneurs et ses anciens adeptes afin d'analyser l'évolution du phénomène ces dernières années. Mais chaque pays, je crois, a son style. Ça s'est fait naturellement, ils se sont démarqués. On sait que les Espagnols, par expérience, ont des véhicules assez démesurés, assez impressionnants, avec des formes originales et des couleurs tout le temps flashy. On sait que les Allemands sont assez puristes dans l'âme, avec des mécaniques assez robustes, des véhicules très soft, avec des châssis impressionnants. Les Français... on est entre les Anglais, les Espagnols, les Français, ils savent pas trop encore. Et je pense que justement, là où est le problème, comme je disais tout à l'heure, qu'ils snobaient le tuning, ils aiment ça, mais ils savent pas vraiment où se placer. Et il y a beaucoup de styles chez nous en France. Je pense que il y a beaucoup trop de styles et il y a un moment où on ne sait pas du coup arriver à cataloguer les Français, quoi. Il n'y a pas de profil type, c'est comme tout passionné, qu'il soit passionné de vêtements, qu'il soit passionné de musique. Un passionné est un passionné, donc on peut avoir, je dirais, une tranche d'âge, une catégorie qui a entre 18 et 25 ans, qui est jeune, qui découvre l'automobile puisqu'elle vient d'avoir le permis, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de se démarquer de ses voisins et tout simplement de mettre sa touche à sa propre voiture. Après, il y a la catégorie du frimeur. Ça, c'est irrémédiable. De toute façon, il y a la personne qui est persuadée que grâce à sa voiture, il va trouver plein de filles, qui va avoir plein de copains et tout. Il y en a une catégorie comme ça à pas négliger. Après, il y a le passionné qui vraiment, lui, quoi qu'il en soit, qu'il ait tuning ou pas, aura eu des belles autos depuis toute son enfance. Et en l'occurrence, des personnes comme moi, même si le tuning devait s'arrêter, j'aurai des voitures sportives jusqu'à la fin de mes jours. Si les moyens me le permettent, puisque j'ai vraiment ça dans la peau. Donc il y a quand même trois personnes de types différents. Et ça va faire 11 ans que je manipule les voitures. Je suis un passionné de voitures de sport, essentiellement de la compétition. Et il s'avère qu'étant plus jeune, j'ai fait du tuning. C'était pas encore vraiment le tuning. J'ai modifié des voitures et tout. Ça a bien plu. J'ai fait quelques petits concours dans la région. Et il s'avère que je gagnais régulièrement ces concours-là. Et j'ai eu des demandes pour travailler sur des véhicules. Ça s'est bien passé. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai décidé de créer mon atelier.
En fait, j'ai une petite boutique, donc comme essentiellement, moi, mon travail, c'est le sur-mesure. J'ai un atelier assez spécial puisque j'ouvre aux clients qu'à 17h. Je suis assez ermite. J'aime bien travailler dans mon coin toute la journée, tranquille, enfermé, avec mes apprentis. Et donc, j'ai une petite boutique qui me sert justement à vendre aux personnes. C'est-à-dire que moi, une personne peut arriver avec son projet d'origine et repartir tout clé en main. Et cette petite boutique tourne bien. Ça me permet justement, par contre, d'être au meilleur conseil peut-être que des grandes distributions. Je ne veux pas dénigrer, parce que de toute façon, on sait que ces personnes-là existeront toujours, mais il y a quand même une grosse distinction entre la boutique du passionné, où on peut trouver vraiment les pièces ultimes, et un centre auto, où de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est de la grande production, quoi. Abordons tout d'abord l'investissement personnel des individus pour cette passion. Analysons et suivons ces kiffeurs du tuning dans leur quête perpétuelle de personnalisation de leur véhicule. Retrouvons tout d'abord Thomas. Il nous parle de sa passion dévorante. Moi, je suis rentré là-dedans depuis l'âge de 10-12 ans, déjà. Quand je roulais en scooter, déjà, je faisais pas mal de tuning avec les scooters. Tuning, pour moi, ça représente déjà des belles voitures, des belles peintures. Pas mal de copains, on a pas mal de copains, on peut pas dire compétition, mais un petit peu quand même, pour celui qui va sortir la plus belle voiture. Je pense que lui, c'est l'univers, l'esprit de famille, l'esprit de copinerie qui lui a permis d'évoluer. C'est beaucoup de rencontres, parce qu'on parle beaucoup avec d'autres tuners, savoir les projets, combien de temps ils ont mis pour les faire, le niveau qu'ils ont, le budget qu'ils ont mis dedans. Thomas, on s'est connus, il y avait peu de temps qu'il avait le permis, il voulait des petits rajouts pour faire comme les copains en fait. Moi à l'origine j'étais parti pour un truc sobre. Après quand on voit d'autres qui ont des intérieurs, qui ont des pare-chocs, c'est vrai que ça plaît, puis en feuilletant les bouquins ça plaît, donc voilà, c'est un engrenage en fait. Après on prend, on achète, on rechange, on remodifie. Moi celle-là ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Je suis arrivé au niveau où j'ai presque plus rien à faire. Bon, j'ai encore 2-3 bricoles, j'ai des feux à changer, j'ai un plafond à faire en cuir. Et il a évolué sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que chaque année, son véhicule prenait de l'ampleur. Et là, il est arrivé à un niveau limite choker, puisqu'il faut savoir qu'il roule quand même tous les jours avec, ce qui est assez impressionnant. Il a un niveau limite choker sans s'en rendre compte. Après, j'ai fait des extensions d'ailes, des moulages de capot. Puis j'ai refait une peinture complète. C'est une peinture moto, c'est un bleu Benelli. Donc en fait c'est un bleu nacré vert et au soleil il sort en jaune. Donc j'ai changé les feux, c'est des feux Angelize. J'ai changé les calandres, ça vient directement d'Espagne, les 2 calandres là. Le nez de capot pareil que j'ai rallongé. Ça c'est un pare-choc avant de Léon. J'ai fait des extensions d'ailes. Et j'ai fait refaire une lame dessus parce que sinon ça faisait trop agressif là. J'ai changé les jantes. C'est des jantes Volt en Texas en 17 pouces avec des pneus 205-40-17. Là c'est des rétros avec clignotant type Fury. J'ai fait supprimer toutes les baguettes de porte. J'ai fait mouler les bas de caisse avec les extensions d'ailes avant comme à l'arrière. C'est des bas de caisse de Subaru. Il y a des feux type Lexus à l'arrière en 3D. J'ai fait une double sortie d'échappement. J'ai fait mouler mon rajout de pare-choc avec mon pare-choc d'origine. Après j'ai fait supprimer le gros logo Seat qui servait d'ouverture de porte, enfin de coffre pardon. Envie de montrer aux autres, surtout parce que des Léon dans notre région, il n'y en a presque pas. Il y a beaucoup de Léon en Espagne qui ont des gros niveaux. Donc en fait j'essaye de me mettre au niveau espagnol pour leur faire voir qu'en France aussi on peut faire des gros niveaux sur Léon. Mais c'est quoi le style espagnol ? La mode espagnole, c'est surtout les gros kits larges, les belles peintures avec des traits partout. C'est ça, quoi. J'ai mis 1 an. Si on a les sous, c'est sûr qu'on peut le faire plus vite.
Là, il y en a à peu près pour 15 000 € sans l'achat de la voiture. Je la garde 1 an, je fais tous les meetings avec et puis après je la revends. L'espagnol, oui, niveau calandre et niveau aile, niveau élargisseur d'aile, oui, un peu. Mais bon, après, eux, ils ont suspension pneumatique, tout ça, pour poser la voiture à terre. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, c'est ma voiture de tous les jours. Moi, je roule tous les jours avec moi. Je m'en vais au boulot avec, je vais faire mes courses avec. Donc, je peux pas me permettre de... J'ai mis des sous dedans, mais je peux pas me permettre de faire un gros truc parce que j'ai que cette voiture-là. C'est une personne qui le fait au moins par plaisir, puisque lui, il n'a aucun intérêt, il ne fait pas de salon, il ne fait pas de déplacement. C'est vrai que bon, pour rouler avec ça tous les jours, c'est bien quand on va au boulot, parce qu'il y a pas mal de têtes qui se tournent, de regards, souvent des enfants qui montent du doigt, tout ça. Donc ça fait plaisir, mais il y en a, ils regardent et ils font attention. Après, ils font plus attention à la route, ils sont focalisés sur la voiture et souvent ils rentrent dedans. Donc c'est pas évident à rouler tous les jours. Quand moi je vais faire mes courses, souvent j'essaye de prendre 2 places de parking. Je me gare au milieu, mais bon, ça peut arriver de mauvaiseté, peut-être un coup de caddie ou un coup de porte. Malheureusement. Moi je sais que dans celle-là, il y a déjà presque 15 000 € dedans. Bon, c'est sûr que sans l'achat de la voiture, avec l'achat de la voiture, c'est sûr que j'aurais pu me payer une voiture haut de gamme. Mais ça m'intéresse pas. Je préfère mettre des sous et avoir une voiture qui sort du commun que des voitures qu'on voit partout d'origine. Parce que bon, là, c'est des peintures, des carrosseries, des jantes, tout ça qu'on voit pas sur des voitures de série. Bah, les vitres, en fait, je les ai fait légèrement teintées, assez léger pour qu'on puisse voir l'intérieur que j'ai fait dedans. J'ai fait la sellerie complète. C'est du cuir avec de la peau d'autruche. J'ai mis des enceintes dub, là. Après, j'ai les pédales. J'ai un poste DVD avec écran tactile. J'ai changé le pommeau de levier de vitesse, le rétro intérieur. Les loquets de porte en croix de Malte. Sinon, non, tout ce qui est trop déco intérieur, j'aime pas trop quand ça vole partout. J'aime bien conduire et que ça reste sobre, qu'il n'y a rien qui me gêne en fait. La sellerie est un élément capital dans la personnalisation des véhicules. C'est pourquoi nous partons à la rencontre de Laurent, considéré comme le meilleur sellier dans cet univers. Les voitures sont démontées ici. Donc là, c'est la partie que les clients en majorité n'aiment pas trop voir. Pourquoi ? Parce qu'ils voient leur voiture complètement démontée, complètement désossée. Et ça leur fait plutôt peur. Alors tu vois, je prends des photos, je filme, je leur fais un DVD, je leur fais un petit truc sympa. Mais une fois que la voiture est terminée. Parce que sinon, franchement, ça leur fait vraiment peur. À chaque fois, les clients arrivent, ils font confiance, parce qu'il y a quand même une confiance qui se règne. On a quand même 10 ans d'expérience derrière nous. Donc il n'y a aucun problème au niveau du remontage, des montages. Mais ça leur fait quand même un petit pincement. Quand même. Souvent, on me demande des photos, je dis non. Et après, quand ils récupèrent le véhicule, là, on donne un CD avec la voiture dépouillée et remontée et tout fonctionne. Et là, il est super content. On est beaucoup de selliers, mais beaucoup de selliers on va dire, font de la bâche, font de la tapisserie, font un peu de tout. Okay, nous, on est vraiment spécialisés dans l'intérieur de voiture, quoi. Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, tu as l'exemple typique de l'intérieur de Venturi d'origine. Tu vois, au niveau des plis, tout ça, le client nous a apporté sa voiture. Pourtant, sa voiture est d'origine et on lui a refait son siège. Pourquoi ? Parce que si tu regardes bien d'origine au niveau qualité de travail, pourtant c'est quand même la marque Venturi, c'est quand même une marque reconnue, ok ? Et ils n'ont pas surpiqué, ils n'ont pas aligné les coutures au niveau des bosselages. Nous, on a carrément surpiqué. Ici, c'est tendu, il n'y a pas un pli. Le renfoncement a bien été tendu. Et là, on travaille avec la cuir vachette. Tout est surpiqué, c'est vraiment le top, quoi. Les voitures récentes, maintenant, n'ont plus de jour. Du tout, ils sont plus du tout ajourés et toutes les pièces s'emboîtent vraiment en force. Okay, donc c'est très très dur des pièces qui s'emboîtent déjà en force d'origine quand tu rajoutes une matière. Car sachant que le cuir fait 1 mm 4 d'épaisseur et que l'Alcantara fait à peu près 1 000 d'épaisseur. Donc imagine-toi si tu mets une surface, tu gagnes une pièce et tu l'enfonces, ça fait 2000. 2000, il n'y a plus rien qui s'emboîte au niveau du clip, il n'y a plus rien. Donc là, il faut savoir le faire. On a des secrets professionnels, il faut retravailler les plastiques, il y a plein de choses à faire. Alors tu vois, au niveau des cuirs, bien sûr, il y a une certaine qualité de cuir à respecter. Il faut respecter un cuir automobile, il faut à tout prix déjà un cuir automobile, ok ? Et le cuir automobile, c'est quoi ? C'est de la vachette. Ça, c'est un cuir dédoublé, justement, ok ? Donc c'est un cuir qui est désépaissi. Au lieu qu'il fasse 1 mm 4, il fait 0,4 mm. Donc là-dessus, tu gagnes des centimètres au niveau du travail, ok ? Au niveau du collage. Par contre, c'est un cuir qui a une difficulté, c'est au niveau de la couture. Quand tu le couds, au niveau du point de couture, c'est très très difficile, on va dire, ça demande
de travail. Ok? Donc c'est là que tu vois vraiment la différence entre le cuir épais d'origine qu'on met sur les sièges et le cuir justement qu'on met quand on gaine des éléments très fins. Et là tu vois une différence. Sans ça, tu ne peux pas travailler correctement et c'est ce qui fait encore une fois la différence entre un bon sellier et un mauvais sellier. Petit à petit, je suis devenu le spécialiste et le numéro 1 là-dedans, vraiment de la voiture personnalisée. Donc ça veut dire que la personne qui a un gros budget, qui achète une voiture qui coûte relativement cher, viennent nous voir et personnalisent leur intérieur, quoi. Et là, on sort des trucs vraiment de tueur, quoi. On n'est pas dans le kéké, on n'est pas dans le ouin-ouin. Si tu vois l'esprit des hot rods, avec les intérieurs complètement transformés sur mesure, qui sont magnifiques, et là, on est dedans. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Les clients arrivent et me disent « Laurent, fais-moi une caisse qui gagne. Tu connais mon look, tu connais mon style, tu as vu ma caisse. Fais-moi quelque chose qui aille avec ça et je veux un truc qui tue. Je veux un truc qui gagne. » Moi, sur cette sellerie-là, je l'ai laissé faire. Au début, il m'a dit « Je vais te mettre du turquoise ». Quand il m'a dit turquoise, j'ai dit « Bon, turquoise, c'est pas la couleur que je préfère. » Il me dit « T'inquiète pas, laisse-moi faire, tu verras bien quand tu vas venir la rechercher. » Et quand je suis venu la rechercher, quand j'ai vu la voiture, j'ai dit « Non, franchement, bravo, bravo. » Sur ce projet-là, j'ai juste mon toit, comme j'ai dit tout à l'heure, mon toit à finir. Et mes feux à changer avant-arrière. Peut-être changer les modifications de jantes, mettre une taille au-dessus, en 18, pas 118. Mais ce projet-là, je compte le garder assez longtemps et je pense pas refaire un autre projet. Retrouvons Michael qui lui se focalise sur le Japan Style, une autre tendance du tuning. Pour moi, le tuning, c'est vraiment avant tout des sorties entre copains. Parce que le tuning, normalement, c'est une compétition, mais pour moi, c'est vraiment pas compétition, c'est vraiment le but de sortir une bonne petite voiture. Même si c'est vrai qu'on fait une voiture pour qu'elle plaise et pour qu'elle nous plaise surtout, mais c'est vraiment le social qui me plaît là-dedans. Le japonais, c'est déjà une base japonaise, qui est logique. Et c'est un style racé, un style vraiment circuit, posé. Et carbone, ça c'est vraiment japonais, c'est posé, c'est racé, ouais, racé, ouais. Les stickers permettent de rappeler ce que j'ai dans le moteur. Mais après on essaye d'enjoliver un peu la chose, comme on dit, pour dire d'avoir un peu plus que ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'on essaie d'être vraiment très proche de ce qu'on a, parce que sinon après on part trop loin. Donc ça rappelle la petite préparation moteur que j'ai fait. Kit d'admission direct, une barre anti-rapprochement et un petit radiateur spoon, puis c'est tout, quoi. C'est vraiment, on reste sur du stuff. Après un collecteur inox et puis c'est tout, juste pour avoir un peu de bruit, quoi. Ouais, c'est tout. Je m'en fous des chevaux, je m'en fous de la vitesse, mais c'est vraiment l'esthétique de la voiture en elle-même japonaise que j'aime bien. Tout est étudié puisqu'on fait tout des pièces sur mesure. Maintenant, le kit carrosserie, oui, on l'achète dans les magazines. Maintenant, on le met à notre sauce, comme on dit. C'est au moule avant, au moule arrière, on moule les bas de caisse. On fait des petites choses esthétiques pour dire de changer de tout le monde, parce que sinon, toute personne pourrait coller un kit carrosserie sur sa voiture et puis voilà, on aurait tous la même voiture. Maintenant, la plupart du temps, on cherche le sur-mesure. On le veut de cette façon et on le fait faire de cette façon. C'est un Civic de 92, un 1,6 litre ESI. Je l'ai acheté équipé extérieurement. Et puis après, j'ai rencontré Seb sur des salons. Et j'ai pris Seb et Seb m'a proposé un intérieur. J'ai fait un intérieur complet et puis c'est parti là-dessus. Donc on est parti vraiment sur 4 baquets Parotech. Donc style course, mais bon, en restant toujours dans la légalité, puisque les ceintures d'origine sont toujours là. Après, on est parti sur un moulage complet de tous les panneaux de porte et tableau de bord, et avec une installation hi-fi dub complète. Donc là, c'est ma source qui me permet de mettre aussi bien un lecteur DVD qu'un MP3 ou qu'un CD normal. Et pour écouter la musique, pour écouter des DVD sur les salons ou sur les meetings. J'ai redessiné entièrement le tableau de bord, les panneaux de porte, le caisson. J'ai travaillé avec un fournisseur pour des super sièges qu'on a mis en valeur. En fait, c'est un peu une vitrine. C'est un peu une vitrine aussi intérieurement, son véhicule à Mac. Il a pris goût. Il a pris goût. Là, il veut vraiment évoluer maintenant
sur un extérieur un peu plus massif. J'ai acheté cette base comme ça, elle a 200 000 km, plus de 200 000 km. Donc je l'ai achetée toute faite extérieurement parce qu'elle me plaisait. Je l'ai achetée 5 900 €. Et après j'ai fait une préparation intérieure qui m'a coûté beaucoup pour certains, mais peu dans ce milieu, quoi. En gros comme ça, je pourrais dire un bon 10 000 € quand même avec le matériel sono plus le matériel hi-fi, quoi. J'ai économisé pour, j'ai fait des choses pour, je travaille le soir, je travaille... Mais c'est clair, chacun a son niveau, c'est sûr, mais je pense que tout le monde peut le faire, ça dépend la passion en fait, c'est tout. Si quelqu'un est plus passionné que d'autres, il ira peut-être plus loin. Tous ces équipements, ça me permet donc justement d'avoir une voiture pour salon, de ne pas venir non plus en tant que spectateur de tout ça, puisque quand on est dedans, on aime avoir sa voiture à l'intérieur. Donc le but c'était vraiment d'avoir une voiture pour le salon. Et je me suis permis donc de faire ça pour ça et aussi pour être entre nous et puis une fierté aussi d'avoir une voiture qui pour moi est bien, quoi. C'est un kiff, oui, parce que comme on dit, on aime plaire, ça c'est sûr. Et surtout dans ce milieu, quoi. Si la voiture elle plaît, c'est un gain parce qu'on essaye toujours de faire plus, de faire mieux. Mais ouais, c'est le plaisir de voir les gens, de voir même le petit gosse de 12 ans qui disent ouais, elle est super, ça fait hyper plaisir. Ou la personne de 60 ans qui dit ouais, je pourrais essayer pour voir comment ça fait être dedans. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment le kiff d'entendre ah, elle est belle, elle est bien, c'est vraiment hyper agréable. Abordons désormais la catégorie des chocards, qui est certainement la forme la plus extrême du tuning. Elle représente une vitrine du savoir-faire des tuneurs et des préparateurs. Pour cette raison, il s'agit de projets à connotation exceptionnelle. Sébastien s'explique. Cette voiture, donc la Caterpillar, là c'est une voiture de show. Donc pour m'exprimer sur ce mot, c'est vraiment une voiture qui est faite pour faire rêver le public, pour faire rêver les adolescents, les enfants, puisqu'il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants qui lisent les magazines tuning. C'est un véhicule qui est sorti il y a maintenant 7 mois. Elle a déjà fait fureur dans tous les salons à l'étranger. On a fait déjà des salons partout en Europe, au Luxembourg, en Belgique, en France aussi. Il faut que ça laisse des souvenirs. Moi, dans mon métier, c'est dans mon intérêt. Et c'est pour ça que j'ai développé depuis peu de temps les véhicules à thème. C'était pour vraiment qu'on n'oublie jamais ce véhicule. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec le propriétaire Michel sur cette grande marque. Et cette voiture est destinée à faire rêver les gens, à donner une image proche de la perfection, parce que là ce sera vraiment prétentieux, mais on est arrivé à un tel niveau qu'on en aurait presque peur de rouler avec, hein. Ça fait effet porcelaine. Joué sur tous les tableaux au niveau de la finition. Il y a eu plusieurs corps de métier qui sont entrés en considération sur ce véhicule. Il y a eu le sellier, Laurent, qui à chaque fois part dans les bons délires justement pour tout ce genre d'activité. Il faut vraiment une équipe très complémentaire. Il faut des vrais professionnels. Là, c'est déjà des budgets conséquents. On n'a pas le droit à l'erreur quand le client nous laisse une carte libre sur son véhicule. On lui a vendu un rêve.
il faut qu'on soit à la hauteur. Là, quand la personne vient chercher sa voiture, il faut vraiment que tous les jours, il ne regrette jamais son investissement. Mon intérêt à moi, il est simple, je suis commerçant. Maintenant, pour un client comme Michel, d'avoir un véhicule de ce niveau-là, je pense que c'est vraiment la passion. Je vois que ça, c'est vraiment la passion. Puisque lui, en intérêt commercial, il n'en a aucun, il ne louera jamais sa voiture. Il ne l'a pas fait pour la marque, c'est juste un clin d'œil qu'il a fait personnellement à la marque. Donc il n'a aucun intérêt commercial avec Caterpillar. Et il n'a aucun bénéfice à en tirer. Si ce n'est que d'avoir des bons souvenirs, il va avoir effectivement, du coup, c'est un client gâté puisqu'il va avoir des bons souvenirs de par vos émissions, les reportages magazines, tout ça. Mais c'est vrai que cette personne, lui, a aucun intérêt. Nous, notre but, c'était, moi en tant qu'artisan, la communication, mettre un gros coup au niveau communication sur le savoir-faire de mon entreprise. Là, je me suis défoulé justement sur les véhicules à thème aussi pour faire voir à certaines sociétés qu'ils peuvent communiquer à travers le tuning. Michael, un autre kiffeur, nous fait partager ses sentiments sur une telle réalisation et nous présente sa vision du tuning au travers de son auto. La Caterpillar, pour moi, c'est du haut niveau, c'est un peu les voitures de rêve, c'est un peu les voitures qu'on rêve tous, d'avoir une voiture aboutie comme ça, de pouvoir faire des salons européens exposés pour être primés comme ça. Je pense que bon, petit à petit, on essaye de se rapprocher, mais il y a des choses qui sont assez chères et pas forcément abordables pour tout le monde. Pour moi, le tuning, c'est une passion. C'est la passion des belles voitures, c'est les copains, on est tous ensemble, on se fait des virées, tout ça. On arrive à faire un petit groupe sympa, mais pas forcément tout sur le tuning. On se fait des sorties autres, le soir, des sorties bowling et machin comme ça. C'est pas parce qu'on a des voitures comme ça qu'on fait que tout tourne autour du milieu du tuning. À travers ce projet, j'ai voulu faire transparaître, c'est surtout une personnalité, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je le vois. J'aime bien le côté un peu racing, les looks voiture basse, avec un côté sport. J'ai choisi cette voiture-là parce que quand je l'ai vue chez le concessionnaire, elle m'a tapé à l'œil. C'est une voiture que j'estimais qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de possibilités dessus. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui a fait que j'ai pris cette voiture-ci. Et j'ai démarré comme ça, petit à petit, selon avec mon budget. C'est ce qui fait que je suis à la 4e année en fait, que je suis dessus. Là. On gère un projet, je ne sais pas si vraiment gérer c'est vraiment le mot juste. Je ne sais pas, pour moi, et par rapport à ce qui me fait plaisir, par rapport à mon budget. Bon, après, c'est une passion, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Donc, forcément, je suis en ménage. J'ai mon appartement, j'ai le loyer, toutes les charges, tout à payer. Donc forcément, le budget se fait en fonction de ce qui reste. Je ne veux pas non plus me priver pour ma voiture. Elle ne me rapporte pas d'argent, c'est pas pour ça que je le fais. C'est surtout pour le plaisir d'avoir une belle voiture. Nous allons aborder plus en détail les différents clichés tenaces qui collent à l'image de cette passion. Retrouvons Johan, jeune tuner, mais également Cindy, la petite amie de Michael. Il y en a, en fait, ils font pas la part des choses. En fait, ils préfèrent leur voiture que leur copine. C'est une mauvaise image du tuning. Et qu'on nous fait passer pour des moins que rien en fait. Puis on préfère notre voiture que notre copine. Le tuning en fonction, par rapport à mon couple, n'est pas un problème moi parce que j'ai la chance d'avoir une petite amie qui est justement, qui a une voiture équipée, qui partage la même passion. On a commencé avec mon copain la première fois en 98. On a appris avec les bouquins à se connaître, tout ça. Et après, dès l'instant qu'on a eu le permis, on s'est mis à faire nos voitures chacun de notre côté. Puis après, on a réuni tout ensemble. Forcément, ça
ça facilite les sorties et autres. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Je sais qu'elle est très passionnée aussi. Elle a une voiture qui est à peu près du même niveau que la mienne, qui est quasiment finie. Maintenant, il ne reste plus que l'intérieur aussi. J'essaye de valoriser ma voiture un peu à mon caractère, c'est-à-dire pas trop féminin. Jouer un petit peu démoniaque, brute, comme je suis. Personne ne se prive, on vit la même chose, la même passion. Et c'est le bon côté de la chose. Je trouve très faux le cliché, la femme c'est maquillage de son côté et puis l'homme c'est tuning. On arrive à réunir bien les choses. Le magasin genre Seb Auto, tout ça, ça m'empêche pas d'aller avec lui, de parler sur le tuning vu que ma passion c'est ça. Les cas extrêmes, les gros clichés de la femme soumise qui reste à la maison pendant que l'homme va dépenser tout l'argent du ménage dans la voiture. Bon, je pense qu'il y en a peut-être, mais bon, faut pas généraliser. Ma voiture, on pourrait croire que c'est celle d'un homme, si je suis pas dedans ou autre. Quand on fait les magasins avec mon ami, tout le monde pense que c'est la sienne, donc ils en parlent. Puis après, dès l'instant qu'il dit que c'est la mienne, la personne, elle est choquée. Parce que pour eux, ils pensent que le tuning, c'est un milieu que homme. C'est souvent ça. C'est quand ils voient mon ami, tiens, ta voiture, t'as fait quoi dessus? Puis quand mon ami il dit, non, c'est celle de ma copine, ils se trouvent bêtes, ils me disent plus rien. Ils osent pas parler avec moi. Quand je vois dans les émissions de télé les couples qui s'engueulent pour le tuning parce que bon, madame n'est pas d'accord ou monsieur veut aller faire les meetings, tout ça, et madame veut pas, ouais, franchement, ça me fait rigoler parce que si on fait du tuning, c'est et c'est pour les deux ou c'est pas la peine d'en faire, quoi. Et moi, ça fait 2 ans que j'ai ma voiture prête, en préparation, tout ça, et j'arrive à faire des tops féminins. Ce qui nous valorise plus avec les hommes, c'est que ça fait voir que c'est plus vers une fille que nous, on peut y arriver autant qu'un homme. Ça se passe très très bien, ma copine accepte. Bon, au début, voulait pas trop et elle s'est mise dedans petit à petit. Mais je voulais la remercier parce que sans elle, je serais pas à ce niveau-là non plus. Elle m'a donné un sacré coup de main. Moi, je fais le top féminin pour me valoriser plus. Et puis mon copain, il fait ce top esthétique, tout ça, parce que c'est plus facile pour un homme. Je pense qu'on peut faire une partie soi-même, ce n'est pas le problème. Après, je pense qu'il faut savoir quand même un minimum de base, parce que pour pas s'embarquer dans un truc qui n'aboutira jamais. Sur les meetings, il y a il y a pas mal de copains, mais il y a aussi pas mal de jaloux qui disent ouais, mais celle-là il a pas de mal, il l'a fait faire par Seb ou ceci machin, ou il y a un défaut ci, ou il y a un défaut ça, ou machin. Mais souvent ces gens-là, c'est toujours ceux qui ont des voitures à peu près pas terrible, quoi. Je serais incapable de faire une voiture moi-même, je serais vraiment incapable. Je ne suis pas, comme on dit, carrossier, je ne peux pas le faire. Donc quand je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Je préfère faire à des gens qui savent le faire que me lancer dedans et rater, entre guillemets, et que au final, ça va me coûter beaucoup plus cher. Je l'ai fait faire par Seb parce que déjà, les moyens, je suis un peu comme tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas la patience, j'ai pas de place et je sais pas travailler les carrosseries de voitures. J'aime bien cerner ma clientèle, connaître un petit peu son look, ses hobbies, savoir ce qu'il aime, dans quel esprit il est. Dès que j'arrive à bien cerner mon client, je peux après le conseiller sur différents types d'équipements, en fait, qui correspondra à son style. Par exemple, nous, dans le tuning, on enlève les clignotants, on enlève les antennes. On enlève toutes ces choses qui paraissent vulgaires à l'image. Un truc tout bête, dans certaines manifestations, j'enlève même les essuie-glaces. J'enlève les petits carnets de vignettes. Parce que pour l'image, c'est plus joli. On rend un aspect plus soft, en fait. On essaie de supprimer tout ce qui peut paraître vulgaire sur un véhicule, de façon à la rendre uniforme et à lui donner vraiment le... Finalement, on ressort toutes les formes que le constructeur a créées à la base, quoi. Cette BM-là, non, c'est vrai qu'ils peuvent pas se rendre compte, puisqu'en plus, elle est tellement fluide qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, finalement. Mais il y a les ailes qui ont entièrement été découpées, remodifiées. J'ai été obligé de créer entièrement les ailes sur mesure pour arriver à passer les 19 pouces. Le pare-choc avant est un pare-choc de Porsche 996 remodifié avec les côtés d'un autre pare-choc. Toutes les pièces sont en carbone, en véritable carbone, c'est du plaquage. Intérieurement, c'est pareil, toutes les coques de siège, les panneaux de portière, le caisson, tout a été réalisé entièrement en carbone. Maintenant, il y a eu un lissage total de carrosserie, effectivement, pour pouvoir faire voir aux gens
toute l'épuration d'une caisse, comme j'expliquais, les poignées de porte, les clignotants, les antennes, tout ce qui peut permettre à un véhicule d'être beaucoup plus fluide. Et preuve en est que sans en ajouter, on peut arriver à un résultat assez sympa, quoi. Retrouvons Jean-Christophe qui a fait de l'épuration et du lissage l'objectif principal de son projet. Il s'explique, il nous donne une autre vision sur cet univers. C'est une Ford Puma de 2000. Elle est toute lissée, pare-choc, bas de caisse, tout est lissé. C'est la fluidité de la ligne, fluidité de la ligne de la voiture. Voilà, déjà il y avait les baguettes de toit qu'on a lissées à la soudure. Pareil ici, il y avait la petite pignette pour ouvrir la trappe, ça a été lissé aussi. On a lissé aussi ici les répétiteurs. Au pare-choc, ça a été moulé complètement. On a changé la calandre, qu'on a fait en inox directement. On a lissé les gicleurs. On a changé les rétros pour du chrome avec de la peau d'autruche. Avec un petit rappel encore. Un petit rappel du cuir pour l'intérieur, oui tout à fait, peau d'autruche. On a lissé l'insigne Ford. On a lissé la plaque. Les deux échappements, c'est deux sorties sur mesure. Les deux sont bien reliés au moteur, hein. Les deux marchent. On fait du VT sur Photoshop avant. Et puis on voit ce que ça peut donner en vrai, quoi. On prend une base, une photo d'une Puma d'origine. On essaie un peu pare-choc, bas de caisse, lissage, ce qui pourrait faire sympa ce projet. Un peu le style californien, quoi. Vraiment classe, sympa, mais sobre. Faut partir dans du gros projet, quoi. Mettre des prises d'air partout, vraiment rester dans la fluidité de la voiture. Et Jean-Christophe, c'est une personne qui est vraiment, lui, concentré sur tous les salons. Les meetings, c'est pas du tout son truc. Et non, je pense qu'il a trouvé son univers à travers sa Puma. Moi, je vais en Belgique, en Allemagne, partout. Je fais de l'international en salon, on va dire, mais j'y vais avec les potes pour passer des moments, quoi. C'est vraiment pour être avec les potes, quoi. Alors, il y en a, ils viennent, ils font des projets juste pour des coupes. Non, moi, je viens, c'est vraiment pour être avec mes potes, passer un bon moment, quoi. C'est une passion, c'est mon hobby, voilà. Le budget, 15 000 €. On fait ce qu'on fait de son fric, franchement. Voilà. Moi, si je claque ça dans une voiture, il y en a qui claquent ça dans les jeux, au casino, ou faire des voyages. Voilà, on a tous une passion dans la vie, il faut le faire, hein. Chacun son délire, voilà. Moi, c'est la personnalisation automobile, c'est pour ça que je le fais, quoi. Alors, ici, on a une install audio complète avec caisson en fibre, de l'audio complet, de la vidéo, une sellerie cuir complète, et pareil, le rappel vidéo à l'intérieur. Ça, c'est pour alimenter les deux sous-bouffeurs et tous les kits éclatés qui sont dans la voiture. Il y a la PlayStation aussi. La sellerie intérieure, c'est un full complet, cuir, peau d'autruche chez Alcantara. Quand on dit full complet, c'est du sol au plafond. Quand on rentre dans la voiture, l'odeur de cuir, c'est déjà mieux qu'une sellerie normale, que de l'origine. C'est vraiment, puis ça fait classe, quoi. C'est un projet abouti. Avec le cuir, voilà, quoi. Comme ça, c'est une base, c'est un gros projet pour salon, meeting, vraiment magazine, émission. Et il y a le Jackie du coin qui va coller 2 stickers et faire son beau dans le meeting, et voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a encore du style Jackie, ça c'est sûr et certain, hein. Ça c'est clair et net. Je pense que le Jackie, entre guillemets, comme tout le monde dit, c'est pas forcément la personne qui a un pare-choc qui est pas peint ou qui a une voiture qui est pas finie. Je veux pas dénigrer non plus, chacun fait à son budget, c'est sûr. Le Jackie, c'est une personne qui, même dans la vie de tous les jours, même simplement dans sa propre maison, c'est une personne qui n'a pas de goût, pour moi. C'est pas vraiment la personne qui a pas fini sa voiture, parce qu'il faut savoir qu'il y a des jeunes qui y vont par étapes, de par leur budget aussi, qui sont restreints. Donc c'est pas pour ça que leur véhicule sera jamais fini ou qu'ils aiment rouler avec des voitures pas finies. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de deuxième véhicule. Et je pense que justement, on a du mal à faire la différence entre qui est un Jackie et qui en est pas un. C'est clair, entre nous on en rigole, c'est sûr. La personne qui va mettre des choses qui ne sont pas capables de gérer sur une voiture, ça fait toujours rire. Parce que c'est tellement, pour nous, tellement loin que c'est inimaginable. Pour moi, le Jackie, je le classerais comme une personne simplement qui n'a pas de goût. Donc ça peut être aussi
avec une super BMW, avec une Porsche, on peut détruire une super voiture qui est déjà belle d'origine, simplement avec une faute de goût, en changeant la couleur, ou tuer sa maison en peignant les volets d'une couleur ridicule, ou en ayant une maison qui vaut très cher. Vous voyez, donc en fait, le Jackie, il est simple à cerner, mais il y a quand même un flou auprès des Français, à savoir qui est Jackie et qui n'est pas Jackie. Je pense que le problème du fameux Jackie, ça vient de la personne qui fait sa voiture. Il y a une grande partie de personnes qui font leur voiture eux-mêmes sans savoir forcément les bases des préparateurs ou autres. Ils se prennent pour des carrossiers, ils font des erreurs au niveau des préparations, ce qui fait qu'on se retrouve avec des pare-chocs qui tombent à moitié, qui tombent en ruine, vraiment rien de poncé, peint comme ça, limite à la bombe. Bon, ça c'est le côté dommage, c'est le côté qui nous fait du tort en fait. Les médias essayent de faire passer le tuning avec autocollants, grosses jantes, sono à fond, et souvent les filles en string, ou voilà, ils nous font passer un peu pour, on va dire, des pervers légèrement, et des mecs qui font du tuning histoire de dire voilà, j'ai des autocollants, j'ai une voiture à part des autres, voilà, je fais du tuning. Ça nous porte préjudice, c'est sûr et certain, puisque ils dénigrent quelque chose alors que la plupart ils connaissent même pas. Et donc on essaie de faire abstraction, c'est sûr, et puis on le vit comme on le vit et puis on verra bien, quoi. Les médias, ils se bâchent beaucoup sur les jackies, on va dire. Les médias, tout de suite, on a une voiture tuning, on n'a rien dans le cerveau. Mais bon, on n'a pas tout ça. En fait, ils parlent sans savoir. Ils parlent de choses et d'autres qui surtout de ceux qui font n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Moi, je dis jamais que je fais du tuning, hein. Parce que tout de suite, je suis catalogué comme un blaireau. Voilà, mais pas du tout. Ça se voit au projet. Il faut connaître avant de juger. C'est beaucoup plus facile. Et ils ont essayé de dénigrer et maintenant le public il commence à voir que ça peut être bien, c'est des gens normaux comme on dit, puisque c'est qu'une passion. Il y en a qui claqueraient des sous dans des grosses voitures et nous c'est juste un petit projet de tuning. Pas petit mais à notre échelle. Le Jackie, lui, de toute façon, il n'ennuie personne. C'est pour ça que moi, comme je le disais, étant professionnel, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, puisque ces gens-là n'ennuient personne, ne nuisent pas. Ce qui nuit, à mon avis, beaucoup à la passion du tuning, c'est les imbéciles, c'est l'imbécilité. À savoir que tout ce qui est bricolage, mal fini, les trucs dangereux, il y a des personnes qui sont inconscientes, qui réalisent des modifications sur leur véhicule sans même penser qu'ils peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Donc je suis aussi pour une législation à ce niveau-là, il faut que ce soit bien cadré. Je conseille quand même de passer par un préparateur pour avoir une voiture propre et puis pas avoir ne serait-ce que de soucis avec la gendarmerie ou la police, parce que généralement ils repèrent assez vite ces voitures-là et c'est ceux qui sont les plus susceptibles à se faire arrêter. Il faut quand même se dire qu'en France on a de la chance, ils sont tolérants. Je pense qu'ils ne sont pas tolérants sur l'abus, comme nous-mêmes les professionnels, je pense qu'à mon avis, je suis tout à fait de leur accord. Maintenant, on ne peut plus être dans l'illégalité parce qu'on est tellement contrôlé que... Parce que c'est vrai, il y a un monsieur gendarme qui est là et il regarde et puis il nous arrête, même si ils ne sont pas tous méchants et qu'ils sont là pour regarder aussi. Mais ils essayent de trouver la petite bête, mais la plupart du temps, ils ne trouvent pas puisqu'on essaye vraiment d'être toujours dans la légalité. Ce qui peut être dangereux, c'est un jeune trop pressé, un samedi en début d'après-midi, qui s'achète un échappement, qui n'a pas tout ce qu'il faut chez lui pour le monter, qui avec des copains va le faire tenir avec du fil de fer pour être vite fait aller à la soirée en discothèque avec son bel échappement qui fait du bruit. Si je roule derrière avec une voiture à ce prix-là, que j'ai travaillé pendant 2-3 ans dessus, et que je suis tranquillement avec ma femme dans ma voiture et je me prends un échappement dans le pare-brise, c'est dramatique, mine de rien. Tout ça pour un petit plaisir, juste pour frimer. Finalement, ce jeune-là n'a pas forcément réfléchi. Il faut mieux quand même, des fois, aller voir des professionnels ou essayer de s'entourer des personnes compétentes. Ce serait dommage que, sous prétexte qu'il y ait quelques inconscients, tous les passionnés de tuning ou même des voitures anciennes, on va tous se retrouver à un moment ou un autre pénalisés. Aspect très important désormais. Le tuning n'a rien à voir avec la vitesse et les runs évoqués dans cette séquence n'ont aucun lien avec les tuneurs. Les runs et le tuning, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas les mêmes passions.
Les runners, j'en connais. C'est des gens qui sont vraiment passionnés par la vitesse, qui recherchent de l'adrénaline. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils dénigrent pas, mais ils sont pas du tout copains avec les gens du tuning. On verra jamais une personne du tuning faire des runs. C'est vraiment totalement différent. L'a priori que tout le monde a sur le tuning, c'est sur route ouverte, faire les cinglés, tout ça. Je trouve que ça sert à rien. C'est justement nous faire du tort, alors que les vrais passionnés font très attention à leur voiture. Les vrais passionnés de tuning, même s'ils avaient les chevaux, ne pourraient pas les défouler comme ils veulent, puisque quand on voit la hauteur des pare-chocs, quand on voit le prix d'une jante, de toute façon, ça fait réfléchir. Hein. Si on fait l'imbécile, on le fait qu'une fois, quoi. Ça fait quand même réfléchir, donc je pense pas qu'ils allient la vitesse avec le tuning. J'aimerais casser un peu les a priori qui font que les mecs qui ont des voitures équipées, qui font les cons, tout ça. Non, je pense que quand on a des voitures, des belles voitures, des voitures propres à qui on tient, je pense qu'on ne fait pas de conneries. On fait attention parce que ça coûte quand même assez cher. Et si on faisait les cons comme tout le monde le croit, forcément, ça nous reviendrait à un budget affolant. Je pense qu'on est surveillé puisque effectivement Mazda ont créé le concept avec les portières arrière sans poignée de porte. C'est pas rien. Alfa Romeo avait déjà à l'époque fait des petites poignées de porte super discrètes sur certains roadsters. Ont encore une fois de plus innové avec les poignées de porte dans les vitres latérales arrière. Seat maintenant s'y sont mis. En fait, les constructeurs ont bien compris. Il n'y a plus les vulgaires baguettes en plastique sur les côtés. Les véhicules sont quasiment déciglés avec des pare-chocs très ajourés. Ils arrivent on va dire qu'ils arrivent à intimider leur clientèle avec un design quand même beaucoup plus proche du tuning qu'il y a 5-6 ans. Ils ont très bien compris de toute façon que pour attirer une clientèle jeune, il fallait s'approcher de leur passion, quoi. Retrouvons Jerry, spécialiste tuning et créateur de ProRider. C'est lui qui a équipé cette Mazda RX-8. Et voilà, je pense que les constructeurs s'impliquent un petit peu plus dans la personnalisation automobile. Et d'ailleurs, la preuve en est, cette fameuse RX-8. Je pense que là, on arrive vers des choses pas mal dans le milieu du tuning. Ça évolue de plus en plus et je crois que ça évoluera de plus en plus. Dernière tendance apparue dernièrement, le dubstyle. Tout droit venu du pays de l'oncle Sam, cette forme de tuning s'adresse à une catégorie de tuneurs VIP. En France, il faut vivre avec son temps. Nous, on n'a pas les moyens de rouler avec des V8 ou des V6. C'est pour ça que le dub est arrivé en France il y a 2 ans, en force. Le dub, finalement, c'est du tuning, on va dire un peu pour VIP au départ. C'est l'image, en tout cas, que ça dégage. Mais voilà, à partir du moment où tu as un beau véhicule, je crois que le dub, c'est ça, tout simplement. C'est un beau véhicule, à un prix un peu plus élevé qu'une voiture de tarif moyen, avec finalement 4 jantes et un petit peu des accessoires. Mais ça reste mature et ça reste sobre. On ne veut pas non plus dénaturer une marque de luxe au départ. Donc voilà, c'est le tuning, on va dire, un peu de qualité. Ça a impressionné beaucoup de jeunes, ça a même fait peur à beaucoup de clients. Moi, j'avoue, honnêtement, j'ai beaucoup de clients qui ont commencé à avoir beaucoup peur parce que, effectivement, dans les magazines, on commençait à être dépassés par les Hummer, des super beaux véhicules, malgré tout, qui nous font rêver, mais qu'on sait très bien pertinemment qu'aucun Français pourra se le payer. Moi-même, en tant que préparateur, étant artisan, c'est une folie d'investir dans un projet comme ça pour me démarquer des autres. Donc je pense qu'il y a eu, dans les 2 dernières années, ça a mis un gros coup sur le marché. Je pense que les jeunes ont eu vraiment peur. Et le côté racing revient en force, ce qui permet du coup à tous ces jeunes avec les petits véhicules sportifs de revenir en masse et financièrement aussi, ça leur permet de s'exprimer 2 fois plus, quoi. La génération future semble vraiment motivée. Maintenant, il y a un réel problème. Les Français sont hypocrites dans le sens où ils snobent le tuning, mais quelque part ils en font. Quelque part, ils en font et les constructeurs identiques surveillent ce qu'on fait
Et on est surveillé de toute façon dans tous les sens. Et effectivement, il faut être réel que le tuning aujourd'hui, c'est plus une mode. Je pense que quand je vois la génération maintenant, même de tous les nombres de stagiaires qui veulent venir dans mon entreprise, le nombre d'emails que je reçois, on a une génération fulgurante sur le tuning. Et il est temps justement de montrer un bon côté et de ne pas snobber cette grande passion, la défendre et faire voir le bon côté.